Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les marketing digital. Dans ce cours, nous vous apprendrez les techniques d'animation et le développement d'une communauté suite, la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux et enfin le retour sur investissement, un petit retour sur l'investissement, mesure et l'amélioration continue. Tout cela avec Dr Hala Ben Abdelnabi, Bonjour. membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Hala. Dr Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Bonjour. Donc, on va entamer cette formation sur les stratégies à déployer et tout ce qui est en liaison avec la stratégie de social media. Donc, on va continuer avec les techniques d'animation et de développement d'une communauté. Et on va parler aujourd'hui comment on va développer le brand effect. Donc, chaque marque a une identité propre et celle-ci doit transparaître dans ses publications. Donc, au fil du temps, elle dévoilera l'ensemble de ses facettes pour se montrer toujours plus attachante. Donc, l'ensemble constitue son pouvoir de séduction et développe chez les utilisateurs un sentiment d'attachement. C'est ce qu'on appelle un brand affect. Donc, la stratégie de contenu définie en amont va pouvoir être déployée pour être au service du développement de la communauté. Donc, il faut penser à créer des contenus qui font rêver, qui donnent envie, qui favorisent les conversions. Donc, quand on appelle conversion, on a vu déjà l'autre fois en termes d'achat, peut-être inscription à un événement, etc. Donc, selon les objectifs et tout ce qui est lié aux objectifs de votre stratégie de contenu que vous l'avez défini en amont. Si je prends un exemple, donc une marque de branding peut varier ses contenus en publiant, par exemple, des tutoriels d'entraînement pour se renforcer musculairement. Elle peut donner des conseils de recettes diététiques pour bien récupérer après, par exemple, une course. Elle peut présenter des illustrations qui mettent en avant Docteur, les valeurs. Oui, est-ce que vous je ne ne sais voyez pas pas si vous le... changez de diapo. Oui, j'ai changé de diapo. Bon, je crois que je vais basculer vers le PDF, c'est mieux, comme ça, il n'y aura pas de problème au lieu du PowerPoint. Attendez, je vais voir le PDF, c'est comme ça, c'est mieux, je crois. Dans quelques minutes et nous serons bientôt disponibles. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran, s'il vous plaît? Oui, docteur, il marche avec merveille. D'accord, donc je dois reprendre dès le début ou bien je dois juste reprendre l'exemple? Comme vous le voyez, docteur. Mais je préfère si nous pouvons récapituler un peu dès le début, car nous n'avons pas arrivé à voir le PowerPoint. D'accord. Donc, je recommencerai la présentation. Donc, comme je viens de vous dire, dans cette partie, on va continuer avec les techniques d'animation et le développement d'une communauté. Et on doit penser en fait à développer ce qu'on appelle le brand effect. C'est quoi le brand effect? Donc, euh, comme on sait tous que chaque marque a une identité propre à elle et celle-ci doit transparaître dans ses publications. Donc, on doit voir cette identité à travers ses publications. Et au fil du temps, elle dévoilera l'ensemble de ses facettes pour se montrer toujours plus attachante. Et donc, l'ensemble constitue son pouvoir de séduction et développe chez les utilisateurs un sentiment d'attachement. C'est ce qu'on appelle un brand affect. Donc, c'est important de développer le brand affect, d'accord, pour bien sûr créer et développer chez les utilisateurs un sentiment d'attachement.
Donc, en fait, la stratégie de contenu, qui, bien sûr, a été définie en amont, va pouvoir être déployée pour être au service du développement de la communauté. Donc, il faut penser à créer des contenus qui font rêver, qui donnent envie, qui favorisent les conversions. Bien sûr, quand on parle de conversion, on a parlé déjà de ça en termes d'achat, peut-être inscription à un événement. Tout dépend de votre objectif, que vous l'avez déjà précisé. Donc, si on prend un exemple maintenant, donc si je vais prendre un exemple, par exemple, de chaussures de running, une marque de running, ça peut varier, elle peut varier ses contenus en publiant quoi? Peut-être des tutoriels d'entraînement pour se renforcer musculairement, des conseils de recettes diététiques pour bien récupérer après une course, des illustrations mettant en avant les valeurs énergétiques des produits de saison, de beaux paysages pour donner envie d'aller courir, des phrases de motivation, des photos, des vidéos de coureurs portant les chaussures de la marque. Donc, j'ai parlé dès le départ qu'on est là pour, bien sûr, développer ce qu'on appelle le brand affect. Et dans ce cadre-là, il faut penser de varier le contenu qu'on va le publier. D'accord? Donc, j'ai dit il y a quelque temps qu'il ne faut pas juste se focaliser sur les promotions, juste vous montrer et mettre en avant votre marque. Non, il faut vraiment varier parce qu'on est obligé hein, de développer une communauté et bien sûr d'animer cette communauté à travers comment on va le faire parce qu'en fait, j'ai dit ça dans les séances précédentes, si je vais me consacrer juste sur la marque et montrer juste la phase ou bien les produits tels qu'elles sont sans vraiment de créativité, donc ça va faire fuir les clients. On est là dans cette optique, dans cette approche de animation, de développement de communauté. Donc, il faut penser toujours à ce brand affect. Donc, on est là toujours, bien sûr, l'objectif, bien sûr, de cette stratégie de contenu, hein, de favoriser, bien sûr, les conversions. Hein. Donc, maintenant, on va penser à utiliser des leviers d'acquisition pertinents. Donc, pour développer une communauté, il faut aussi aller au-delà de son réseau d'influence. Donc, il faut penser peut-être à différentes techniques qui fonctionnent d'autant mieux lorsqu'elles sont ciblées. On peut penser à un jeu concours, on peut peut-être penser à acheter un espace publicitaire, on peut penser au marketing d'influence et faire appel à ces leaders d'opinion, d'accord, pour faire parler de notre marque. Donc, il faut aussi penser à utiliser l'ensemble de vos autres supports owned media pour faire connaître vos réseaux sociaux. Vous pouvez parler de votre site web, des newsletters, des flyers, signatures d'animels, vitrines physiques, etc. Donc, ici, il y a un point très important aussi. Il faut penser à croiser les communautés. Ça veut dire quoi, croiser les communautés? Donc, afin de faciliter le développement de vos communautés, on est toujours dans cette rubrique, développement et animation de communauté, pensez à inviter de temps à autre la communauté d'un réseau social à vous suivre sur un autre. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, pensez à inclure, d'accord, dans vos publications, une invitation à vous suivre sur Facebook et vice-versa. Si vous êtes sur Instagram, pensez à Facebook et si vous êtes à Facebook, pensez à les inviter sur Instagram, etc. Ou bien sur LinkedIn, tout dépend. Hein. Donc, pour cela, plusieurs techniques sont possibles. Comment on va croiser ces communautés? On va les inciter pour être, il faut être vraiment direct en expliquant dans une publication ce que la communauté va trouver sur l'autre réseau social. Vous pouvez créer une publication composée d'une capture d'écran, d'une publication d'un autre réseau social pour donner un aperçu de ce que vous faites ailleurs. Vous pouvez créer un jeu concours sur un réseau social spécifique et le relayer sur vos autres réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen, d'accord, de croiser les communautés. J'ai pris un exemple de Cézanne. C'est une entreprise française de prêt-à-porter. Donc, elle a euh, bien sûr, elle est présente sur, j'ai pris l'exemple d'Instagram, donc elle est présente sur Instagram à travers 3 comptes. Donc, il y a Cézanne, qui est une marque pour les femmes. October Editions, marque, elle est plutôt la cible, sa cible, c'est plutôt les hommes, et les composantes, c'est tout ce qui est
pour tout ce qui est furnitures et pour la maison. Donc, voici une publication, un post de Cézanne sur Instagram. Donc, ici, il invite déjà, il annonce un concours, d'accord, pour les Cézanne Lovers. Donc, la communauté, elle est déjà baptisée Cézanne Lovers. Et donc, pour participer à ce concours, cette marque Cézanne, elle appelle sa communauté à les suivre sur d'autres comptes Instagram, sur October Editions, sur les composantes. Donc, c'est un concours qui, qui vise les différentes cibles, d'accord, pas seulement la cible de Cézanne, c'est la cible de Cézanne, October Edition, c'est les composantes. Et elle invite à travers ce post de partager une photo du client, d'accord, avec une légende Cézanne Love, donc pour tenter de gagner un cadeau de 100 euros. Donc, juste une petite remarque. Donc, selon Cézanne, les photos de cette sélection ont été choisies par nos soins pour partager des inspirations. Donc, voici un moyen, d'accord. Bon, ici, c'est pas vraiment, elle n'a pas essayé de croiser, par exemple, elle fait les posts Facebook avec les posts Instagram, mais dans le même réseau social, elle a essayé de croiser et euh, plutôt appeler, inviter, de devoir et d'être présent aussi sur d'autres comptes Instagram. Non seulement par contre, si par exemple, si je connais que Cézanne et je suis plutôt inscrite à Cézanne, d'accord, à travers ce poste en tant que cliente, je peux être intéressée par suivre aussi October Editions et les composantes. Donc, c'est un moyen, d'accord, pour animer et développer la communauté. Donc, croisement de communautés. Donc, voici October Editions pour la même marque, d'accord. C'est aussi une marque de prêt-à-porter, donc de vêtements, qui est plutôt pour les hommes, d'accord. Ça fait partie de la même entreprise. Donc, passons aussi maintenant à une chose importante. Donc, il faut penser à gérer la relation client, bien sûr, sur les réseaux sociaux, hein. Donc, on est bien conscient que l'explosion de l'usage des réseaux sociaux a impacté la gestion de la relation client. Et désormais, les entreprises doivent pleinement les intégrer à leur stratégie marketing. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp sont autant de points de contact pour entrer en relation avec les clients, que ce soit à travers les réactions, les commentaires ou les messageries privées. Donc, si le téléphone reste encore fortement utilisé, les réseaux sociaux, quant à eux, sont un véritable levier pour satisfaire, engager et fidéliser et bien sûr convertir les clients. Donc, une bonne gestion de relations clients, c'est un point essentiel pour construire un lien durable basé bien sûr sur la confiance. Et donc, dialoguer avec sa communauté, avec ses clients, ne pas les laisser sans réponse, apporter des solutions, autant d'actions qui paraissent anodines et qui pourtant sont souvent mal gérées par manque de temps ou de conscience de l'intérêt qu'elles représentent. Et on a vu que plusieurs marques ou plusieurs entreprises, quand ils sont sur les réseaux sociaux, on voit que parfois, ils n'essayent pas de répondre à tout le monde. Ou bien parfois, ils n'essayent pas de dialoguer avec la communauté. Donc, vraiment, on n'essaye même pas d'apporter des solutions. S'il y a vraiment un problème avec un client, si le client exprime son mécontentement sur un réseau social, quelques entreprises et quelques marques n'essayent pas de résoudre ça. Ça, il y aura un impact sûrement, d'accord, sur votre marque ou sur votre entreprise. Et là, il faut bien sûr, et j'ai dit dans les séances précédentes, il faut toujours gérer votre relation client. Il faut toujours répondre, il faut toujours apporter des solutions, il faut toujours être à l'écoute et dialoguer avec votre communauté. C'est très important pour votre marque et pour le futur de votre entreprise. Donc, il faut écouter et connaître ses clients. Donc, pour optimiser sa relation client sur les réseaux sociaux, il est essentiel d'écouter les consommateurs et d'être présent là où ils sont. Et j'ai dit que l'autre fois, il faut faire la veille. D'accord. Parfois, il y a des communautés qui se créent
indépendamment de votre marque, par les clients eux-mêmes. Donc, il faut être présent, même si une communauté a été créée qui ne sont pas vraiment pas partie de votre entreprise, qui ne sont pas sous le contrôle de votre entreprise. Même dans ces communautés, il faut être présent. Donc, il faut être présent là où ils sont, vos clients. Donc, chaque prise de parole d'un individu est une bonne manière d'en apprendre plus sur lui. Donc, quand il va parler, quand il va s'exprimer, on va comprendre comment il pense, quelles sont ses attitudes, quelles sont ses perceptions. Et il va comprendre comment il s'exprime, dans quel état d'esprit il est, que souhaite-t-il, quels problèmes rencontre-t-il et provoque-t-il d'autres commentaires au sein de la communauté. Parfois, un simple commentaire par un client, ça pourrait déclencher d'autres commentaires ou bien des approbateurs des commentaires qui vont approuver ça ou ils n'en vont pas approuver, etc. Donc, ça pourrait déclencher d'autres commentaires au sein de votre communauté. Donc, il faut vraiment les écouter et connaître, hein, d'accord, ces individus qui parlent de vous. Donc, en dialoguant avec ses clients, donc chaque marque peut créer un lien de proximité. Et bien sûr, là, tout l'intérêt est véhiculer une bonne image. Donc, elle est là pour apporter des solutions dans les plus brefs délais et cela de manière personnalisée. Donc, en écoutant ses clients, l'entreprise peut également comprendre les demandes et problèmes récurrents. Donc, quand il va poser une question, s'il dit, bon, l'application de votre site, de votre marque ne marche pas, donc il y a un problème quelque part, ça bug, ça prend beaucoup de temps, donc il y a problème de téléchargement. Donc, on pourrait comprendre les problèmes que les clients rencontrent lors, par exemple, du téléchargement de l'application, bien lors de quand il va cliquer sur votre site, etc. Donc, c'est une excellente manière d'optimiser sa chaîne de valeur et de créer du contenu adéquat ou encore d'automatiser certaines réponses. Et là, on va parler tout à l'heure de l'automatisation des réponses. Donc, maintenant, il faut penser, bien sûr, à adapter son organisation. Donc, pour satisfaire les clients et répondre à leurs demandes sur les réseaux sociaux, les entreprises doivent repenser leur organisation. Donc, en fonction du volume d'interaction, il faut mettre en face les moyens humains suffisants. Donc, dans tous les cas, une personne est désignée responsable de la bonne gestion de la relation client sur les réseaux sociaux, tout en étant relayé aux autres entités de l'entreprise telles que le service commercial. Donc, internaliser ou externaliser, donc on pourrait externaliser la relation client, hein, d'accord? La relation client se base sur une bonne connaissance de la marque, de ses produits et ou services, un respect des valeurs de l'entreprise, de son ton, de sa charte éditoriale, on l'a vu dans les séances précédentes. Et donc, en révisant son organisation interne, l'entreprise optimise ainsi la satisfaction client puisqu'elle apporte des réponses justes, rapides et personnalisées. Et c'est ça vraiment tout l'intérêt qui réside dans cette adaptation de l'organisation. Donc, maintenant, il faut penser aussi à personnaliser les échanges. Donc, à travers quoi? On essaiera de tisser une relation de confiance et bien sûr à gérer les points de rupture. On va voir quels sont les points de rupture. Donc, premièrement, il faut penser à tisser une relation de confiance. Donc, lorsqu'un individu prend la parole sur les réseaux sociaux d'une entreprise, donc la moindre des choses est de lui répondre par réaction aux commentaires. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir ou bien il va faire un commentaire, d'accord? S'il va bien sûr va faire un commentaire, si par exemple il pose une question, il faut le répondre. Donc, d'une part, c'est une marque de respect envers les personnes qui suivent votre entreprise. D'autre part, c'est un excellent moyen de commencer à construire une relation durable. Donc, il faut penser à tisser une relation avec le client. Si, par exemple, il est très satisfait, il va commenter, d'accord, il va, par exemple, vanter les bienfaits de la marque, ou bien il va parler des points positifs de la marque. Donc, il faut le remercier et essayer, bien sûr, de construire cette relation. Donc, cette dernière est la plupart du temps basée sur la communication et la confiance. Donc, la marque doit donc s'efforcer de répondre de manière personnalisée et avec transparence.
Donc, on voit par exemple, des pages Facebook, on voit que chaque commentaire, il est suivi par une réponse de la marque par exemple, en remerciant la personne en question. Merci, par exemple, monsieur, mais vous pouvez, par exemple, trouver d'autres offres et on peut inclure un lien ou bien une page, notre site web, etc. Donc, c'est un moyen de créer cette relation avec le client. Donc maintenant, il faut penser aussi à gérer les points de rupture. Donc, une bonne relation client et donc à mettre en place. Il y a toujours cette notion du temps qu'il faut bien sûr être patient parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup de patience et beaucoup de temps. Donc, et le problème, c'est que c'est vraiment très fragile et elle peut se briser en un seul message ou un seul silence. Donc, ainsi, il convient de faire quoi? De répondre rapidement au message. Donc, ne jamais en effacer, sauf s'ils sont injurieux, racistes ou discriminatoires. Déjà, les réseaux sociaux, déjà, ils ne tolèrent pas les commentaires qui ont un problème, les messages qui ont un problème, qui peuvent inclure tout ce qui est propos racistes ou discriminatoires, etc. Il faut effacer. Mais sinon, il ne faut jamais effacer un message d'un client. D'accord? Donc, c'est un manque de respect envers le client. Ça donne une mauvaise image sur vous. Vous ne savez pas vraiment gérer votre relation client. Et donc, invitez carrément les plaignants à s'adresser à vous dans une conversation privée. Donc, messagerie du réseau ou un email, vous pouvez lui dire, vous pouvez me contacter par message privé, vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez m'envoyer un email, etc. Donc, il faut parler et il faut l'inviter, il faut l'encourager à passer en conversation privée. Aussi, il faut communiquer toutes les informations utiles. Par exemple, si vous avez un retard de livraison, et il faut bien sûr préciser que vous allez prendre en compte ces problèmes-là, etc. Donc, il faut penser carrément à faire des gestes commerciaux si c'est nécessaire. Peut-être vous pouvez lui donner d'accord, un code promotionnel, une petite promotion ou bien un petit cadeau, etc. Donc, il faut faire un geste si vraiment vous croyez que c'est nécessaire ou s'il y a un problème, d'accord, donc lié à la marque ou au produit, d'accord, il faut penser à un geste commercial. Donc, il faut bien sûr penser à donner un numéro de téléphone pour échanger en direct en cas de crise. Et ça, c'est très important quand vraiment en cas de crise, il faut penser à parler directement avec le client pour comprendre encore plus l'état d'esprit du client. D'accord? Qu'est-ce qui cloche vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un réel problème derrière ça ou vraiment c'est juste monté? Vous pouvez comprendre les problèmes et l'état d'esprit du client. Donc, il faut parler avec lui directement pour, bien sûr, essayer de trouver une solution et essayer de résoudre le problème. Donc, on parle puisqu'on a parlé tout à l'heure qu'il faut parler en messagerie privée, et les messageries privées ont pris beaucoup d'essor ces dernières années. Donc, des milliards de personnes utilisent activement les plateformes social media. Donc, et des milliards de messages sont échangés chaque mois entre les consommateurs et les entreprises sur Messenger. Donc, les messageries privées apparaissent désormais comme un levier conversationnel dans les stratégies marketing des marques. Donc, il faut penser à ces messageries privées, il faut penser à les gérer. Donc, les échanges sont plus directs, plus rapides et plus personnalisés. Les utilisateurs ont d'ailleurs pris l'habitude d'utiliser ces messageries privées pour demander des informations complémentaires sur un produit ou un service, pour gérer des problèmes de livraison de colis ou pour communiquer leur insatisfaction en tant que client. Donc, en tant que marque, plutôt, une entreprise, vous êtes il faut être prêt et il faut savoir que vous pouvez recevoir plusieurs messageries privées de la part de votre clientèle qui va parler peut-être d'un problème de retard de livraison. Il peut communiquer directement son insatisfaction à travers la messagerie privée. Donc, il y aura problème avec le produit ou le service en question. Donc, il faut penser aussi à gérer sa messagerie privée. C'est très important.
Donc, en fait, le consumer to business, le C2B, change les règles du jeu en matière de communication d'entreprise. En effet, le client n'attend plus, il n'a plus le temps, on a dit qu'il est impatient dès le départ, et il veut une réponse rapide, comme il peut l'avoir dans une discussion Messenger avec un ami. Donc, le client ici, le consommateur, quand il échange, quand il essaie de communiquer avec la marque, il le fait c'est comme il le fait avec un ami à travers Messenger. C'est la même chose pour lui. Il parle, bon, bonjour, j'ai un problème, etc. Donc, il va se communiquer comme il communique avec un ami. Donc, il faut comprendre que les relations, d'accord, ont changé entre la marque et le client, surtout à travers les messageries privées. Et donc, pour assurer un service contenu, le problème, c'est que parfois, on n'est pas disponible, parfois, on n'a pas les ressources nécessaires pour gérer cette relation à travers les messageries privées. Donc, de nombreuses marques paramètrent leur messagerie privée avec notamment un message d'attente lorsqu'elles ne sont pas connectées. Et donc, cette réponse automatique peut aussi rediriger l'utilisateur vers une frequently asked questions, d'accord, ou vers un site internet ou un contenu pour qui peut le faire patienter. Donc, c'est très intéressant de penser à mettre le frequency asked question, où on pourrait vraiment penser à rediriger la conversation vers le site internet, etc. Donc, il faut vraiment répondre d'accord, rapidement au client, d'accord, même si vraiment on n'a pas le temps, il faut penser à la réponse immédiate au client. Donc, voilà un moyen très intéressant qui sont les chatbots conversationnels. Donc, les chatbots offre un premier niveau de service client grâce à l'automatisation de certaines réponses. Donc, on peut ne pas être là, on peut ne pas avoir les moyens humains nécessaires. On peut penser à une réponse automatisée, d'accord, au client. Donc, si j'ai pris l'exemple ici de Louis, le chatbot d'Air France, qui est spécialisé dans les bagages, et c'est vraiment un très bon exemple. En fin 2017, plus de 20% des questions posées par les clients de la compagnie aérienne concernaient les bagages. Donc, Air France a pensé à mettre en place un chatbot baptisé Louise qui va répondre, d'accord, aux questions des requêtes des clients. Donc, Louis, ce chatbot, assiste désormais automatiquement les voyageurs. Doté d'une brique d'intelligence artificielle, ce chatbot Messenger détecte les intentions des utilisateurs et lorsqu'il ne sait pas répondre, des humains prennent le relais. Et là, vraiment, on va voir qu'il y a vraiment, on peut aller du chatbot vers l'humain, de l'humain vers le chatbot, on va le voir tout à l'heure. Et donc, les chatbots comme Louis pourraient révolutionner la manière dont les compagnies aériennes interagissent avec leurs clients en offrant un service client toujours plus personnalisé et efficace. Contribueront à renforcer la fidélité des passagers et à améliorer leur expérience de voyage. Donc, on est toujours dans cette pensée qu'il faut toujours améliorer l'expérience client, à satisfaire encore plus le client et à fidéliser. Donc, en fait, en résumé, le chatbot Louis d'Air France est un exemple concret de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur du transport aérien. Il offre de nombreux avantages aux passagers, à la compagnie aérienne et ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir du service client dans ce domaine. Bon, on a vu le chatbot. C'est quoi le chatbot en fait? Donc, c'est un chatbot, on appelle aussi agent conversationnel, est un programme automatique autonome. Il peut dialoguer avec un humain et automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Il est construit autour d'un scénario d'usage basé sur une logique d'arbre décisionnel. Donc, si on va comprendre les typologies de chatbots, il y a les chatbots simples et il y a les chatbots complexes. Pour les chatbots simples, donc, ces interfaces conversationnelles sont pilotées par des opérateurs humains qui ont écrit a priori la conversation. Et le bot réagit en fonction de ce qu'il sait faire, de ce qui a été programmé. Il suit un arbre décisionnel et donc des scénarios de choix prédéterminés. Ils sont limités à ce qu'on appelle, on peut le dire qu'ils sont idiots. Par contre, les chatbots plus complexes, ils ont recours à l'intelligence artificielle et ont donc en mémoire
entre guillemets, une grande masse de données. Donc, ils ont des compétences flottantes, comme dans le cerveau humain, que l'on active en fonction de la compréhension des requêtes utilisateurs. Et donc, ces dernières sont traduites grâce à un algorithme qui est entraîné à comprendre et à interpréter certaines typologies de phrases, de messages en langage naturel. Donc, son objectif, ce chatbot complexe, est d'identifier l'intention dans la phrase, traduire n'importe quel champ sémantique en une intention qui est reconnaissable et interprétable par le logiciel, qui offre alors une réponse pertinente. Pour entraîner l'IA, il est nécessaire d'avoir beaucoup de données pour la nourrir. Plus il y en a, plus l'IA sera performante et saura donner la réponse la plus pertinente à l'utilisateur. Donc, il faut vraiment alimenter cette plateforme, plutôt ce logiciel. Donc, comment ça marche sur Facebook? Donc, c'est très simple. L'utilisateur se rend sur la page Facebook de la marque, clique sur le bouton « Envoyer un message » et le chatbot se lance. La première fois, l'utilisateur doit accepter de démarrer la conversation et donc de communiquer avec le bot. Côté marque maintenant, soit ses connaissances en code informatique sont suffisantes pour créer le chatbot depuis la plateforme Messenger, soit elle se déporte sur des outils de création simplifiés. Exemple, Chatfuel, Floxo, Botify, etc. Soit elle fait appel à un prestataire externe. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous ne connaissez pas comment vraiment créer un chatbot, vous pouvez faire appel à un expert dans le domaine et il va faire ce service ou bien il va inclure ce chatbot, d'accord, dans votre réseau social. Donc, j'ai pris l'exemple de Chatfuel, d'accord, pour comprendre encore plus ce chatbot qui est une plateforme spécialisée dans la création de chatbots pour Facebook Messenger et Instagram. On peut l'utiliser pour Instagram et Facebook. Elle offre une interface simple et intuitive qui permet de créer des chatbots rapidement et facilement. Donc, même sans connaissance en programmation, Chatfuel est bien adapté pour créer des chatbots simples qui peuvent répondre à des questions fréquentes et automatiser certaines tâches. Par exemple, bonjour, il peut répondre par des mots simples, il peut répondre à des requêtes simples. Donc, si par exemple le client veut poser une question, on peut par exemple l'envoyer à voir le site web ou bien il peut donner le lien de votre site web, il peut vous rediriger vers le frequently asked questions, etc. Donc, il peut répondre d'une manière très simple à des requêtes simples des utilisateurs. Donc, à quoi il sert ce chatbot en fait? Le chatbot permet d'automatiser la relation client et d'assurer une présence 24 sur 7 jours, 24 heures sur 7 jours. Et donc, l'objectif du chatbot doit être défini en amont. Est-ce qu'il est là pour juste le divertissement? Est-ce qu'il est là pour… Donc, il faut toujours, on parle toujours de ces objectifs qu'il faut le mettre, même pour un chatbot, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut à travers le chatbot. On veut faire quoi? Juste divertir notre communauté ou bien promouvoir un nouveau client, un nouveau produit ou service? Ou bien penser au service client. Parfois, il a besoin, le client, de faire des réservations, ou bien il veut suivre un colis, ou bien il veut avoir réponse à ses questions, etc. Et donc, peut-être, il aura comme objectif d'acquisition de leads, des contacts commerciaux. Donc, tout dépend de l'objectif qu'il faut le définir en amont. J'ai pris l'exemple avec Chatfuel, j'ai pris l'exemple d'un autre chatbot complexe, d'accord, qui est le Dialogflow. Et qui est une plateforme de Google Cloud, plateforme qui permet de créer des agents conversationnels, aussi appelés chatbots, bien sûr. Ces agents sont capables de comprendre carrément le langage naturel et d'interagir avec les utilisateurs de manière fluide et personnalisée maintenant. Donc, on n'est plus dans ce chatbot simple, plutôt un chatbot complexe qui utilise un langage plus complexe et qui peut interagir d'une manière fluide et personnalisée avec les utilisateurs. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, l'utilisateur pose une question et donc l'utilisateur saisit du texte ou utilise la reconnaissance vocale pour poser une question au chatbot. Qu'est-ce qu'il fait le Dialogflow? Il va analyser la requête, donc il va analyser la requête de l'utilisateur pour déterminer l'intention le plus probable en fonction des expressions associées à chaque intention et il va extraire des entités. Donc, il va
donc, le Dialogflow va extraire les entités pertinentes de la phrase de l'utilisateur. Par exemple, il va extraire le nom du produit, une date, qu'il va essayer d'analyser. Hein. Et donc, il va exécuter le fulfillment qu'on appelle. Donc, le Dialogflow déclenche le fulfillment associé à l'attention détectée et cela peut impliquer la sélection d'une réponse préenregistrée. Déjà, il a déjà stocké dans sa mémoire. Il va faire peut-être appel à une API externe pour obtenir des informations dynamiques, comme par exemple dans le cas de la météo, des horaires de train, etc. Donc, il va exécuter une action dans l'application. Par exemple, il va ajouter un article au panier, etc. Et la réponse est envoyée à l'utilisateur maintenant. Donc, la réponse est générée par le fulfillment et elle va être envoyée par l'utilisateur. Donc, le Dialogflow est utilisé dans de nombreux domaines, en fait, dont le service client pour répondre aux questions des clients et résoudre les problèmes et fournir une assistante 24 heures sur 7 jours, donc 24 sur 24 et 7 jours sur 7, et dans le domaine de e-commerce pour aider les clients à trouver des produits et passer des commandes et suivre leur livraison, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser dans les ressources humaines aussi pour répondre aux questions des employés sur les politiques de l'entreprise, les avantages sociaux, et dans le domaine, par exemple, de l'éducation pour créer des assistants virtuels pour les étudiants. Donc, vraiment, le domaine du Dialogflow est vraiment très vaste. Hein, l'application, elle est très vaste. Ce n'est pas comme le Chatfuel où on peut l'utiliser juste pour Facebook et Instagram. Et donc, en résumé, le Dialogflow est un outil puissant et flexible pour créer des agents conversationnels intelligents. Donc, en comprenant les concepts de base de Dialogflow, vous pouvez créer des chatbots personnalisés qui améliorent l'expérience de vos utilisateurs. Si je vais donner un petit tableau récapitulatif des principales différences entre Dialogflow et Chatfuel. Par exemple, Dialogflow, c'est vraiment une plateforme de Google Cloud Platform. Le Chatfuel, c'est pour Facebook Messenger et Instagram. Le NLP Capabilities, c'est vraiment très avancé, alors que, bien sûr, pour le Chatfuel, vraiment, c'est très basique. Et quand on parle de NLP, donc, en fait, l'NLP, c'est quoi? C'est l'acronyme de Natural Language Processing. Donc, vraiment, si on peut parler en français, on peut le traduire. C'est en fait le traitement automatique du langage naturel. Et c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines de comprendre, d'interpréter, de générer du langage humain. En d'autres termes, c'est l'art et la science d'enseigner au ordinateur à parler, à comprendre comme nous le faisons, nous les humains. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment très avancé avec le Dialogflow, mais c'est très basique avec le Chatfuel. Hein. On peut vraiment, pour l'intégration, c'est flexible, donc on peut l'intégrer dans plusieurs plateformes. Pour le Chatfuel, j'ai juste pour Facebook et Messenger, Facebook Messenger, et on peut l'intégrer à Instagram. L'utilisation, la facilité d'utilisation vraiment moderate, c'est pas vraiment très facile, alors que le Chatfuel est vraiment facile à utiliser. On peut le personnaliser. La personnalisation, elle est très forte à Dialogflow. Elle est quand même moyenne à Chatfuel. Et pour le cost, donc le Dialogflow, il a la version payante et la version bien sûr gratuite. Pour la version gratuite, c'est vraiment très basique, d'accord? Et si vous êtes en entreprise et vous voulez vraiment que ce soit avancé, il faut payer. Mais pour le Chatfuel, d'accord, bien sûr, c'est vraiment c'est gratuit, mais aussi pour des features qui sont plus avancées, des caractéristiques plus avancées, il faut bien sûr payer. Hein. Donc, voici les différences entre ces deux plateformes, hein, entre ces deux plateformes qu'on pourrait l'utiliser. Hein. Donc, de l'humain au chatbot ou bien sûr ou du chatbot à l'humain. Donc, loin d'être incompatibles, les humains, les chatbots sont complémentaires. Hein. Parfois, j'ai cette question, est-ce qu'on utilise juste parfois, la question, elle est toujours posée de cette manière. Est-ce qu'on utilise uniquement les chatbots ou on fait appel à des personnes responsables, par exemple du community manager ou bien des responsables pour le site, ou bien sûr, on est dans le réseau social, responsable du Messenger, pour
faire la conversation avec nos clients. En fait, ils sont complémentaires, les humains, les chatbots. C'est-à-dire, si l'un n'a pas le temps, l'autre peut apporter des réponses simples au consommateur. Et quand le second manque de ressources pour répondre, le premier prend la main pour apporter son expertise. Et donc, de tous les cas, le lien est tissé avec l'utilisateur. Notre objectif, c'est de tisser le lien avec l'utilisateur, de répondre rapidement à la requête d'un client, d'être toujours présent pour répondre au client. Donc, il faut toujours penser à tisser cette relation. Il ne faut pas faire la rupture avec le client. Donc, à travers le chatbot ou bien à travers l'humain, il faut toujours tisser un lien avec notre client. Maintenant, on va parler d'un point très important, c'est le retour sur investissement. C'est comment on va mesurer et comment on va améliorer d'une façon continue. Donc, c'est clair, si on ne va rien mesurer, donc c'est l'assurance de passer à côté de beaucoup de pistes. Donc, bien sûr, pour améliorer la communication et le positionnement d'une marque. Et donc, la collecte de données et leurs analyses sont fondamentales pour toucher au mieux ces cibles. Donc, si on ne va pas mesurer, on a fait tout ce travail et on reste, et on ne va pas mesurer, c'est vraiment, on passe à côté, d'accord, pour des pistes qui vont vraiment améliorer la communication et bien sûr répondre, d'accord, d'une manière efficace à notre cible. Donc, il faut toujours penser à mesurer. Donc, comment on va mesurer, comment on va analyser les données, ce qu'on appelle les données d'usage. On a ce qu'on appelle les indicateurs de performance, les KPI. Ce sont des principaux indicateurs de performance. Donc, il y a vraiment ces indicateurs qui sont très importants pour mesurer. Et donc, il y a pour le social media, il y a des principaux indicateurs qui sont importants à prendre en compte, comme par exemple l'engagement. Donc, ça permet de savoir si les publications sur les réseaux sociaux déclenchent ou non une émotion particulière chez les utilisateurs. Donc, il faut penser toujours à mesurer et à prendre en considération ces indicateurs. Par exemple, on a pris l'exemple de l'engagement. Il y a d'autres aussi indicateurs. Donc, l'engagement, donc si on va parler du CKPI, l'engagement, c'est le nombre de personnes qui ont aimé, commenté, partagé ou cliqué sur votre publication. On peut parler aussi de la portée. Donc, c'est le nombre de personnes uniques qui ont vu vos publications. Enfin, nous, non. On a un autre indicateur, c'est le taux d'engagement. C'est pas l'engagement, c'est le taux d'engagement. C'est la somme des interactions. On va prendre les likes, les commentaires, les partages, divisé par le nombre de fans au moment de la publication du contenu. Donc, c'est très important comme indicateur, le taux d'engagement. Et donc, il faut comprendre que ce taux d'engagement favorise une mesure plus juste par publication. On va aussi prendre la croissance de la communauté. Donc, il y a un problème ici que je rencontre très fréquemment avec les personnes qui sont, surtout les débutants qui veulent vraiment commencer à avoir une présence sur les réseaux sociaux. On parle toujours de nombre de fans. Donc, il y a vraiment une obsession carrément de nombre de fans. Il faut vraiment ne pas vraiment être obsédé par le nombre de fans et surtout, il ne faut pas racheter. Parfois, je vois qu'il y a des personnes qui vont faire quoi? Ils vont acheter carrément des communautés déjà installées, d'accord, pour une autre marque ou pour une autre personne. Et on voit que parfois, vous suivez une communauté et carrément, elle change de nom du jour au lendemain. Parfois, le propriétaire précédent, c'est-à-dire, il a vendu à une autre personne qui veut avoir des fans tout de suite. Et là, c'est une faute très grave qu'il ne faut jamais le faire dans le monde du digital. On n'achète pas les fans, on essaie de tisser des relations, on essaie de capter, d'attirer les fans, puis on essaie d'animer et de faire développer cette communauté. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des fans comment dire, tout prêt. Ça ne sert à rien. C'est vraiment une faute très grave. Il ne faut jamais l'acheter. Donc, d'ailleurs, si on va acheter, donc on ne va pas parler de ce cours-là. Ce cours-là, on est là pour développer, animer et développer une communauté. Donc, ce n'est pas intéressant d'acheter. Ça ne mène à rien. Donc, vous n'allez pas avoir des personnes qui vont être engagées avec votre marque. Ils n'ont aucune importance. Ils n'aiment pas, même pas votre marque. Peut-être ce n'est pas vraiment un moyen très intéressant pour bâtir une communauté. Et donc,
parle d'autres indicateurs maintenant, le nombre de publications. Donc, suivre le nombre de publications vous permet de savoir si vous êtes régulier, mais aussi de mesurer les liens de cause à effet avec les indicateurs ci-dessus. On a déjà parlé de l'engagement, etc. Il faut noter que peu ou trop publier vous desservira. Donc, il faut chasser les extraits. J'ai dit l'autre fois que publier peu. Donc, vraiment, il faut éviter de publier, par exemple, je dis un exemple, chaque 6 mois, je publie un post, ça ne sert à rien, vous n'allez pas bâtir une communauté. Hein. Ou bien, trop publier et étouffer les consommateurs. Donc, il faut vraiment avoir ce rythme, d'accord, de publication qui va vous donner, tisser ce lien et rester, bien sûr, dans la modération. Donc, il faut être modéré. Hein. Donc, il ne faut pas être extrême, que ce soit dans, dans la publication, surtout, il faut ni trop publier, ni peu publier. Donc, modérez, s'il vous plaît, vos publications, surtout le rythme de publication. Donc, il y a un autre KPI important qui est la qualité de la communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, les marques s'attardent encore trop souvent sur la quantité. Et donc, si le nombre de fans ou d'abonnés est un bon indicateur, le but est d'avoir une communauté engagée et donc ciblée. Parfois, on trouve que, par exemple, c'est vrai que les grandes marques, on les voit des millions d'abonnés, hein, mais parfois, pour une petite marque, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va refléter la qualité de la communauté, mais plutôt il faut avoir cette communauté qui est engagée envers votre marque, hein, avec votre entreprise. Donc, ça ne sert à rien vraiment la quantité, il faut vraiment primer la qualité sur la quantité. Maintenant, on va relever les données d'usage, ce qu'on appelle. Donc, il y a vraiment de nombreux outils payants existent, qui est par exemple l'Agora+, le Fanpage, Karma, etc., pour relever les données d'usage des utilisateurs des réseaux sociaux. Mais il est également possible, et là, je conseille surtout les personnes qui n'ont pas les moyens et qui veulent débuter, de créer de simples tableaux de bord avec quelques KPI clés. Pas besoin vraiment d'utiliser des outils payants ou bien des outils vraiment sophistiqués. Un simple tableau de bord que vous le créez vous-même, d'accord, où vous pouvez mettre vos KPI clés qui vous semblent le plus pertinents pour vous. Et donc, le relevé des données se fera alors à la main, de manière régulière et homogène. Exemple, tous les 5 du mois, je vais faire entrer les KPI que j'ai déjà collectés, que j'ai déjà mis en place. Pardon. Donc, il faut vraiment le faire d'une manière simple et d'une manière, d'accord, peut le faire d'une manière manuelle. Donc, pas besoin vraiment de faire appel à des outils payants. Et si on est là, d'accord, pour mesurer, analyser les données, pour adapter sa communication. Donc, ça y est, on a déjà choisi les KPI. Donc, il faut vraiment, on a mis bien sûr ces données d'usage, il faut consulter régulièrement les données d'usage. Donc, chaque entreprise peut analyser son potentiel d'engagement et ajuster sa communication au fil des mois. D'accord? Et donc, il faut se poser les bonnes questions pour comprendre les besoins et attentes de vos communautés. Donc, quels sont les formats de publication les plus engageants? Quel type de publication récolte le plus de commentaires? Quelles sont les publications qui font un flop, etc. Donc, il faut vraiment penser à poser les bonnes questions pour, bien sûr, on est toujours dans cette démarche, d'accord, pour comprendre les besoins et les attentes de la communauté. Maintenant, il faut penser, bien sûr, à améliorer les produits et aux services grâce aux données utilisateurs. Donc, un produit ou un service est toujours imaginé par une ou plusieurs cibles. Donc, ici, et j'ai dit que dès le départ, dès la première séance, quand j'ai parlé du consommateur, le nouveau consommateur, j'ai dit qu'il veut co-créer. Il veut créer le produit ou le service avec la marque. Donc, j'ai déjà parlé, j'ai déjà avancé le terme de la co-création de la marque. Donc, un produit, il est toujours imaginé par votre cible. D'accord? Et donc, pourquoi ne pas se servir de l'expérience des utilisateurs telle qu'ils la racontent eux-mêmes?
Donc, il imagine votre marque, d'accord? Et donc, c'est intéressant de se servir de cette expérience, d'accord? Pour améliorer votre service ou bien votre produit. Et donc, un grand nombre d'utilisateurs laissent leurs avis sur les réseaux sociaux, directement ou non sur ceux de la marque, ou partagent des photos de leurs nouvelles achats. Donc ce partage d'informations est très valorisant et très pertinent comment dire, pour la marque. C'est une source et une mine d'informations inestimable. Donc, on pourrait comprendre on peut comprendre les avis, on peut comprendre là où ça cloche, et on peut comprendre comment le client il a essayé hein, d'utiliser votre produit et comment on pourrait l'améliorer. Donc, euh, un grand nombre d'utilisateurs laissent des avis, des commentaires sur les réseaux sociaux et partagent des photos de leurs nouvelles achats. Et d'ailleurs, j'ai dit dans les autres séances, on peut même l'encourager à partager des photos de ses achats, de ses derniers achats. D'accord? Donc, c'est un moyen pour faire parler de votre communauté et bien sûr le pousser à parler de votre produit. Et bien sûr, ça nous donne une petite idée de comprendre comment il va utiliser le produit, quels sont les moyens pour, bien sûr, l'améliorer. Et donc, ces données-là constituent un socle sur lequel s'appuyer pour imaginer un nouveau produit, un nouveau service, ou carrément améliorer l'offre existante. Vous voyez, quand on essaye de faire parler notre communauté, on essaye d'encourager notre communauté à parler, on peut non seulement imaginer carrément un nouveau produit, ou on peut bien sûr améliorer une offre existante. Et là, c'est tout l'intérêt hein, bien sûr de se servir de l'expérience des utilisateurs. Et bien sûr, donc, une marque, donc il faut vraiment aussi penser à connaître et diffuser la satisfaction client. Donc, en fait, une marque a la possibilité d'être proactive sur la collecte des données d'utilisateurs. On peut envoyer un emailing après un achat pour connaître le degré de satisfaction et partage sur les réseaux sociaux. On peut faire un sondage de la communauté sur les réseaux sociaux. On peut demander des témoignages clients sur les réseaux sociaux. Et donc, les données récupérées suite à ces actions peuvent facilement être diffusées par l'entreprise et constituent des éléments de communication prouvant la valeur d'un produit ou encore la qualité d'un service. Donc, c'est très intéressant, d'accord, de récupérer ces données-là et de la diffuser par l'entreprise. Donc, non seulement c'est un moyen, élément gratuit de communication, donc ça pourrait aider à alimenter notre réseau social, et bien sûr, ça pourrait prouver et donner une preuve hein, de la valeur de votre produit ou ça donne une aperçu sur la qualité de votre service. Et donc, on peut penser à carrément co-construire avec les clients. Et donc, lors de la conception d'un nouveau produit ou service, il faut penser à inclure les clients dans le processus de réflexion et qui est vraiment loin d'être inutile. Hein. Donc, ça peut nourrir les réflexions de la marque et apporter de nouvelles idées. Donc, inclure dans cette phase amont, il sera plus enclin à acheter carrément et on pourrait promouvoir le produit ou service. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de bénéfices qui peuvent en découler. Et donc, de nombreuses marques essaient d'adopter cette méthode. Hein. Donc, par exemple, je vous ai montré la marque Cézanne tout à l'heure, marque de vêtements. Elle interroge sa communauté sur Instagram pour savoir quels sont les critères d'un jean parfait. Et lorsque la marque sort son produit, elle met en avant les attentes des utilisatrices concordant avec ce nouveau jean. Vous pouvez voir Cézanne, cette marque qui a des millions de followers sur Instagram. Donc, elle essaye parfois d'interroger sa communauté et de faire ce qu'on appelle la co-création avec les clients.
Je vous remercie pour votre attention et je reviens vers Dr Malek. Merci. Dr Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour ce... oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Donc, merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pardon. Ok, tout est clair. Personne n'a des questions. Ok. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je vous remercie, Dr Malek, d'avoir dirigé cette formation. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser la prochaine fois. Peut-être vous allez penser à d'autres questions. Je vous remercie. À très bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi, à 19h selon l'heure, pardon, à 18h selon, oh là là, à 17h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université. Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le séminaire des compétences techniques ou encore le test de Duolingo qui aura lieu après-demain, le samedi, ou encore avec le dernier cours de la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Découvrez les librairies et bien sûr dans nos nombreuses formations telles que découvrez les librairies Python. Vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Ou encore vous avez pardon, les outils d'analyse du marché et plein de formations et d'activités qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.